Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, en public à l'école alsacienne que je remercie de son hospitalité, comme je remercie le public de sa présence, et nous allons, à l'occasion de ce Nouvel Esprit Public, tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmid, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Sommes-nous tous des étrangers ?», numéro qui est ainsi chapeauté « 80 ans après la publication de L'étranger, nous avons voulu questionner ce mot notion à jamais associé à l'œuvre d'Albert Camus. Qui sont aujourd'hui les étrangers dans le miroir? Qui tenons-nous pour autres avec la charge de peur et de menaces trop souvent contenue dans cette altérité? Un numéro pour dépasser la tendance à l'auto-enfermement et au rejet systématique dans lequel nos sociétés se complaisent trop souvent. Soyez remerciés des appréciations favorables que vous avez réservées à nos 3 entretiens publiés en BADA, 3 entretiens avec Sandy Verkuysen à propos de son travail de professeur de français dans un collège classé en zone d'éducation prioritaire. Nous mettrons mercredi prochain en ligne dans notre série des BADA l'enregistrement des échanges que nous aurons tout à l'heure avec le public de l'école alsacienne. Je voudrais aussi vous annoncer que le vendredi 14, donc dans 15 jours ou un peu moins, nous serons en Suisse à la Fondation Michalski, comme nous l'étions l'année dernière, pour l'enregistrement de notre émission qui sera diffusée le surlendemain, le 16. Nous y serons avec Lucille Schmitt ici présente, avec Richard Verly, avec Lionel Sinsou et avec Jacques Pillet, qui est un éminent confrère suisse, pas seulement confrère d'ailleurs, mais aussi un fondateur de journaux suisses. Donc pour ceux de nos auditeurs qui sont en Suisse, qui viendraient à s'y trouver ou qui sont à la frontière, rendez-vous à 19h à la Fondation Jan Michalski, le 14. Merci à toutes celles et tous ceux dont les contributions sont arrivées depuis 8 jours et qui contribuent à la pérennité de nos conversations, puissent-elles et puissent-ils faire de nombreux émules. Nous allons maintenant nous intéresser au premier des 2 sujets que nous avons prévu d'aborder, celui de la guerre en Ukraine après l'annexion des 4 régions. Face au succès de la contre-offensive ukrainienne, notamment entre Kharkiv et Izium ces dernières semaines, Vladimir Poutine a choisi l'escalade. Après avoir annoncé la tenue de référendums dans 4 régions ukrainiennes contrôlées par Moscou en Ukraine, après avoir décrété le 21 septembre la mobilisation partielle des réservistes, entre 300 000 et 1 million d'hommes selon les sources, une initiative sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, le président russe a de nouveau procédé à un chantage nucléaire. L'appel à la mobilisation a provoqué un vent de panique en Russie. Des manifestations contre l'appel sous les drapeaux se sont déroulées dans une 40aine de villes du pays, notamment au Daghestan, dans le Caucase, l'une des régions ayant payé le plus fort tribut à la guerre en Ukraine en hommes tombés au front. Plusieurs centres d'appel sous les drapeaux à Nijni Novgorod, Orenbourg et Saint-Pétersbourg ont été incendiés. Plus de 2400 personnes ont été arrêtées depuis l'annonce de la mobilisation. Des milliers de jeunes Russes se sont rués dans les aéroports et aux frontières pour tenter d'échapper à l'enrôlement. Cette nouvelle vague d'exode a déferlé sur les pays voisins, tels la Géorgie, avant que certains ne ferment leurs frontières, comme la Finlande ou les pays baltes. Le Kazakhstan a indiqué mardi que 98 000 Russes avaient déjà trouvé refuge sur son territoire. Les scrutins organisés en urgence du 23 au 27 septembre dans les régions de Zaporijjia, Kherson, Louhansk et Donetsk. Mardi, les autorités pro-russes revendiquaient la victoire de 93, 87, 98 et 99% de oui à l'annexion en Russie. Les fraudes et les pressions ont été patentes. Les agents électoraux se sont déplacés au domicile des électeurs accompagnés de soldats. Les bureaux de vote également placés sous haute surveillance ne disposaient souvent pas d'isoloir. Qualifiés de mascarade par Paris et de simulacre par l'Ukraine, ils ont suscité la réprobation jusqu'à Pékin et Ankara. Vendredi,
Poutine a officialisé l'annexion des 4 régions et promis de les défendre par tous les moyens possibles, tout en se disant prêt à retourner à la table des négociations. Il s'est ensuite livré à une diatribe non plus contre Kiev, mais contre l'Occident tout entier, accusant les États-Unis et l'Union européenne d'être des puissances russophobes, haïssant la vérité, colonisatrices, qui imposent un diktat sur le monde en usant de racisme, de barbarie et même de satanisme. Peu après, le président Volodymyr Zelensky a annoncé que son pays était candidat à rejoindre au plus vite l'OTAN. Pour Tatiana Kastueva-Jean, directrice du Centre Russie Nouveaux États indépendants à l'Institut français des relations internationales, le risque d'une confrontation potentielle directe entre la Russie et l'OTAN n'a jamais été si élevé. Jean-Louis Bourlanges, puisque vous en revenez, pour une fois, vous avez accepté d'introduire le sujet. Jean-Louis Bourlanges. Oui, j'ai pas accepté, c'est une travaux forcés. Mais oui, effectivement, j'étais cette semaine dans une délégation parlementaire, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, avec des collègues de la Commission de la Défense et de la Commission des Affaires européennes et la députée des Français de l'étranger du lieu. Nous avons été d'abord en Pologne, qui est une sorte d'avant-poste de la guerre. La Pologne est vraiment en guerre par procuration. Ensuite, nous sommes allés par les moyens ordinaires à Kiev. Les moyens ordinaires, ça consiste à aller en voiture jusqu'à la frontière polonaise, et ensuite à prendre ce train 14 heures de train ou 12, enfin entre 12 et 14 heures de train entre l'aller et le retour, à l'aller, 12 et 14 heures de train au retour. Alors c'est un train, c'est l'Orient Express d'Agatha Christie sans le luxe. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, on se dit qu'un crime peut être commis, on ne sait pas qui sera, mais enfin c'était une atmosphère très très chaleureuse à la fois entre nous et de la part de nos interlocuteurs. Là-bas, nous avons rencontré tous les interlocuteurs les plus notoires, à commencer par le président Zelensky, qui, je dois dire, fait une forte impression sur le plan personnel. Mais j'ai trouvé qu'il faisait une plus forte impression dans le dialogue personnel qu'à la télévision, parce que c'est un homme qui évidemment a énormément de charme, qui est très sympathique, très mobile, extrêmement, avec des yeux très malins et des petits yeux d'écureuil aux aguets qui montrent qu'il est d'une très grande mobilité intellectuelle et un souci de charmer ses interlocuteurs, qui est vraiment celui d'un acteur, d'un grand acteur. Il regarde tous les membres de la délégation un par un et il crée chaque fois une relation personnelle. C'est un personnage dont on comprend que, enfin, c'est tout à fait différent du poisson froid auquel il est confronté de l'autre côté de la frontière. Sur le fond, c'est quand même ça qui compte. Alors, tous les interlocuteurs ce qui est caractéristique, c'est la détermination, la fierté, la détermination, la bonne humeur, la satisfaction d'être soutenu par des amis, des relations avec la France qui, je ne sais pas si au fond de même il n'y a pas quelques contentieux, en tout cas ça n'apparaît absolument pas, un très bon accueil réservé à la délégation française, des propos très élogieux pour le président de la République, tout ça donnait une impression extrêmement chaleureuse, extrêmement positive. Sur le fond, ce qui est clair, c'est la fierté des victoires et la détermination. Alors nous étions là avant que Liman soit tombé ou ce que les Russes l'aient abandonné, c'était la clé. Car il faut bien voir qu'au cours des dernières semaines, le rapport de force a été marqué par de grands succès tactiques au début du mois de septembre, qui ont été très très forts, notamment dans le nord, des succès moins forts dans le sud, notamment l'idée qu'on encerclerait une partie des troupes russes de l'autre côté du Dniepr, c'est en fait un peu un bouteillon, car tous les canaux de communication n'ont pas été rompus pour l'armée russe, mais enfin de très grands succès coûteux
Depuis Clausewitz, on sait que l'offensive est beaucoup plus coûteuse que la défensive, et très coûteux pour l'armée ukrainienne qui a perdu beaucoup d'hommes, mais qui a marqué des points et qui, en prenant Liman, est en mesure, semble-t-il, de faire une manœuvre de contournement qui peut menacer le dispositif russe plus au sud. Mais enfin, ce succès qui est déterminé, manifestement, on a vu un peu comment fonctionnait l'armée ukrainienne. C'est pas comme nous, c'est pas comme chez nous. C'est fondé sur l'initiative individuelle, la débrouillardise, l'esprit de corps. On a beaucoup dit que les Ukrainiens étaient corrompus, mais la débrouillardise, c'est l'envers de la corruption. Si la corruption est l'envers, la débrouillardise, c'est l'endroit de la corruption. Si la corruption est l'envers de la débrouillardise. En fait, ce sont des gens ils arrivent, on leur dit comment vous n'avez pas acheté vos armes. Ah bon, il faut acheter. On achète ses armes quand on va. C'est comme les trois mousquetaires. Quand ils vont à La Rochelle, ils achètent leur fourniment. Mais on n'est pas sous Louis XIII. Un soldat se fait engueuler parce qu'il n'a pas apporté un couteau. Il faut avoir son couteau. Soi-même. Il faut et quand ils sont là, ils sont extrêmement autonomes, extrêmement imaginatifs, extrêmement actifs. Ils dépouillent effectivement tout ce qu'ils trouvent d'armement russe, d'ex-armement soviétique pour s'équiper eux-mêmes. C'est vraiment exactement le contraire de l'armée russe, c'est-à-dire une armée qui est dynamique à la base dans sa décentralisation. C'est très frappant et avec un moral absolument d'acier du bas jusqu'en haut de la hiérarchie et pas seulement du haut jusqu'en bas. Alors sur le plan politique, quand nous avons rencontré le président Zelensky, ce qui est clair, c'est l'extrême fermeté. Notamment, il nous a dit deux choses qui méritent d'être méditées. La première, c'est qu'il négocierait pas avec M. Poutine. Donc, si on veut avoir une négociation, il faut d'abord changer le maître du Kremlin, ce qui est quand même une partie assez difficile et sur laquelle nous n'avons quand même que des moyens d'action assez indirects, pour ne pas dire inexistants. Donc là, il a manifestement haussé le ton et élevé la barre à la suite des référendums dans les 4 provinces de l'Est. Donc là, ça veut dire que, pour l'instant, ils ne sont pas du tout prêts à négocier compte tenu du rapport de force. Deuxièmement, ils ont donc déposé depuis leur demande d'adhésion à l'OTAN, ce qui est un problème intéressant parce que peut-on envisager cela? Oui. Il est certain qu'à l'issue de la guerre, le système de garantie qui pourrait être donné aux Ukrainiens, l'un des systèmes les plus évidents, c'est leur participation à l'OTAN. Ça n'est pas la seule. On peut avoir des garanties internationales. Mais les garanties qui ont été apportées en 1994 à Budapest, à laquelle nous n'étions pas partie prenante, nous n'avons pas mangé notre chapeau, à la différence des Américains et des Anglais. Parce que les Anglais et les Américains avaient garanti la frontière ukrainienne. Donc il faut bien voir que c'est eux qui sont en faute. Nous savons l'habitude. En 1925, à Locarno, ils avaient garanti la non-occupation de la rive gauche du Rhin. Bon, on a vu comment ça avait tourné. Je parle des Anglais, là. Donc, les Ukrainiens se méfient un peu d'une garantie de cet ordre. Mais, en même temps, il faut bien voir qu'est-ce qui constitue l'OTAN? C'est l'article 5. Si l'article 5, tel que nous l'interprétons, c'est-à-dire d'une façon très complète, très rigoureuse, plus rigoureuse sans doute que certains milieux américains, c'est de dire que quand un État membre de l'OTAN est attaqué, les autres membres de l'OTAN considèrent que c'est une agression contre eux, et ça conduit donc à la belligérance. Si l'Ukraine entrait dans l'OTAN avant la fin des hostilités, ça voudrait dire, compte tenu de cette interprétation de l'article 5, que nous serions tous en état de belligérance avec la Russie, ce que nous ne voulons pas pour des raisons qui ne sont pas de lâcheté, mais qui sont de responsabilité. Nous ne voulons pas engager le monde dans une guerre mondiale. Donc, alors à ce moment-là, il faudrait interpréter l'article 5 d'une façon beaucoup plus lâche, en disant c'est simplement de l'aide que nous apportons, comme nous le faisons actuellement. Mais ça n'est pas du tout notre tasse de thé, parce que ce que nous voulons, c'est que la garantie de l'article 5 soit maximale pour qu'elle exerce la fonction de dissuasion. Alors j'ai bien d'autres choses à dire, mais je les dirai plus tard, ou je les dirai jamais.
Nicolas Bavrez. Peut-être donc pour compléter, c'est vrai que je pense que ce conflit est un tournant. Tout a été dit par Jean-Louis Bourlanges sur la situation tactique et donc le fait que l'armée russe est maintenant sous grande pression, en grande difficulté. Elle a perdu plus de 80 000 morts et blessés sur les 200 000 hommes qui avaient été engagés à l'origine. Ensuite, il y a l'aspect stratégique. Et on voit bien que Vladimir Poutine est dans une situation d'échec à peu près complet. Pourquoi ? Parce que sur le plan stratégique, comme il a été dit maintenant, l'Ukraine, on pouvait avoir beaucoup de doutes, mais l'Ukraine est maintenant une nation ancrée dans l'Europe et dans l'Occident, et par ailleurs attachée aux valeurs démocratiques. Ensuite, le Japon et l'Allemagne réarment. L'Europe, qui était considérée comme un ventre mou, est aussi en train de réarmer. L'OTAN, qui était en situation effectivement de mort cérébrale, renaît de ses cendres, déploie 300 000 hommes dans le cadre d'une défense de l'avant. Les États-Unis sont de retour en Europe avec 120 000 hommes. Et enfin, du côté du Sud, qui jusqu'à présent acceptait beaucoup le narratif russe, on voit que il commence à y avoir des craquements et à Samarcande, la Chine, l'Inde, la Turquie ont fait valoir que la guerre n'était pas une bonne idée et que de plus en plus il y avait des doutes sur ce que faisait la Russie. Alors comment est-ce que Vladimir Poutine a décidé de réagir à cette situation de blocage? Par la fuite en avant et l'escalade. Et c'est vrai que c'est spectaculaire. La mobilisation entre 300 000 et 1 million d'hommes, et on a vu que ça provoque un exode massif des jeunes russes. L'annexion avec derrière menace nucléaire en cas d'attaque par les Ukrainiens pour récupérer leur territoire. Les gazoducs, ce qui ressemble quand même beaucoup à l'incendie du Reichstag et qui est un signal lancé par la Russie qu'elle met sous pression et sous menace toutes les infrastructures critiques du continent européen, c'est-à-dire les gazoducs, mais aussi tous les câbles Internet. Et enfin, l'idée que c'est une attaque de l'Occident et qu'on est dans une situation de guerre froide. Donc, l'escalade, elle est spectaculaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cela ? Je pense que contrairement au message que veut donner à la soumission que souhaite Vladimir Poutine, il faut évidemment continuer à aider l'Ukraine. Il faut évidemment continuer à être très prudent et à ne pas créer une situation de co-belligérance. Il faut évidemment travailler à la résilience de l'Europe et on a maintenant un problème majeur, non seulement militaire, mais sur la résilience des infrastructures et des sociétés. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'on commence à travailler sur l'ébranlement du camp des empires autoritaires. On voit qu'aujourd'hui, il commence quand même à y avoir une différence d'approche entre la Chine et la Russie. On voit que le Sud est de plus en plus mal à l'aise avec ce que fait la Russie et ce que ça signifie en termes, c'est ce que dit Poutine, c'est l'inverse du réel, c'est-à-dire qu'il faut c'est en fait une entreprise coloniale conduite sous parapluie nucléaire. Et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de répondre à cette escalade. Dernier point que Jean-Louis Bourlanges commentera peut-être, c'est que je pense moi que ce qui se passe, c'est quand même, ça appelle un repositionnement extrêmement sérieux de la diplomatie française. Il faut être clair, quand on a passé des mois à expliquer que le problème c'était l'humiliation de la Russie, je pense que on s'est trompé, que défendre le fait qu'on est une puissance d'équilibre dans un monde qui est maintenant un monde en guerre entre les démocraties et les empires autoritaires, ça pose des questions, que être très loin de l'Europe du Nord et de l'Europe orientale qui aujourd'hui donne le là, c'est aussi un problème, et qu'il y a une réparation à faire, un lien à recréer entre la France et les pays du Sud, et notamment l'Afrique. Nicolas Bavrez a énoncé un des paradoxes fondateurs de nos conversations. Tout a été dit par Jean-Louis Bourlanges, et Jean-Louis Bourlanges a toujours quelque chose à dire. Lucille Schmitt.
Merci Philippe. Moi, je voulais insister sur 2 éléments concernant les suites de cette guerre en Ukraine. D'ailleurs, est-ce qu'on est déjà dans la suite ? Il y a une chose qui est très forte cette semaine, c'est qu'avec la mobilisation, comme l'a rappelé Nicolas, des 300 000 hommes, le lien désormais entre la guerre et la société russe est passé de la virtualité à la réalité. Et l'on voit bien à ce moment-là que tout ce qui nous était arrivé comme signaux du côté de la Russie est bouleversé. C'est-à-dire que, comme ça a été rappelé, il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de jeunes hommes qui fuient la conscription. Et il y a, donc du coup, il y a fermeture des frontières d'ailleurs, du côté des pays baltes et de la Finlande, mais il y a aussi eu des révoltes. C'est-à-dire qu'il y a eu des centres d'enrôlement qui ont été incendiés. Il y a eu cette grande chanteuse populaire russe, comment s'appelle-t-elle déjà ? Je regarde, parce que je l'avais noté, je trouvais ça très, très intéressant. Alia Pugachieva, qui a dit, moi, au fond, je veux bien être un agent de l'étranger, si c'est ça, pour lutter contre la conscription. Et donc, on voit bien que cette question de l'apparition de la société russe et du peuple russe et de la dissociation entre Poutine et la société russe est en train d'apparaître. Certains emploient même l'expression de combat de dogs sous un tapis, expression churchillienne, pour dire, au fond, qu'est-ce qui va se passer en Russie ? Qu'est-ce qui va se passer dans la relation entre Vladimir Poutine et les généraux ? Et le fait que les Russes étaient pour la guerre a été complètement remis en cause, y compris d'ailleurs du côté des régions les plus périphériques. Vous savez que Vladimir Poutine a également, pour enrôler en fait des gens qui sont en fait des étrangers en Russie, qui viennent du Caucase, faciliter l'accès à la nationalité russe. Donc on est dans une situation où cette conscription dévoile au fond, une fois de plus, le fait que c'est une aventure, une fuite en avant, comme le rappelait Jean-Louis Bourlange et Nicolas Bavray. Donc, regardons ce qui va se passer en Russie, et la fragilisation de Poutine me semble être un point important. La deuxième chose importante, c'est la question du nucléaire. Pourquoi ? Parce que depuis le début, Vladimir Poutine agite la menace nucléaire, mais cette fois-ci, il l'a fait avec beaucoup plus de force, parce que il escompte que du côté des démocraties occidentales, il y a une forme d'aversion au risque, et ça a été dit. Il le fait d'une manière... Le fait-il concrètement ou le fait-il stratégiquement ? On ne le sait pas, mais en tout cas, la menace est agitée d'une manière très explicite, et cette façon dont nous pourrons résister psychologiquement à la menace concerne à la fois les gouvernements et les sociétés occidentales. C'est une manière de faire peur, à l'évidence, aux sociétés que nous sommes. Le sujet nucléaire va au-delà, parce que, comme le rappelait Jean-Louis Bourlange, en 1994, 3 ans après l'indépendance de l'Ukraine avait des ogives nucléaires. Elle avait des milliers d'ogives nucléaires qu'elle a renvoyées en Russie, et elle l'a fait sous couvert d'une garantie de protection de son territoire, à l'époque par les États-Unis et le Royaume-Uni notamment. Je rappellerai quand même, Jean-Louis, que la Chine et la France se sont ensuite associées au mémorandum de Budapest, mais que, à l'époque, nous avions garanti collectivement le fait que si l'Ukraine n'était plus protégée par le nucléaire, elle serait protégée par nous. Et que du coup, la position de Vladimir Zelensky, lorsqu'on s'y intéresse, est une position d'autant plus forte que elle repose sur un engagement international, et que les Ukrainiens ont renvoyé leurs armes nucléaires vers Moscou. Ça signifie aussi que toutes nos stratégies en matière de dissuasion sont en train d'évoluer, et de ce fait, nous sommes obligés de nous intéresser à la question de la limitation et du contrôle des armements nucléaires, qui depuis plusieurs années va mal, et à nous demander si aujourd'hui on est dans une situation où la question de la menace nucléaire, et ce qui se passe en Ukraine sera déterminant, est en train de reprendre une espèce de caractère concret qu'elle avait heureusement totalement perdu. Est-ce que la dissuasion nucléaire existe encore lorsqu'on parle ouvertement d'usage des armes nucléaires tactiques ? Marc-Olivier Padis. J'ai été très frappé par la description que Jean-Louis t'a faite de l'état d'esprit des Ukrainiens, donc très mobilisés, ne voulant pas de négociation avec Poutine. Je pense que ça va sans dire, évidemment, voulant récupérer la totalité de la souveraineté sur leur territoire, y compris la Crimée. Et je trouve que ça pose la question un peu des perspectives aujourd'hui qu'on peut avoir sur l'évolution de cette guerre, sinon même son issue. Et donc, je voudrais juste faire une réflexion là-dessus, mais il y a un préalable un peu sur l'interrogation sur comment on pourrait entrevoir un début de sortie de cette guerre. Le préalable, c'est de prendre la mesure de l'irrationalité d'un des deux acteurs, c'est-à-dire du poisson froid, comme disait Jean-Louis, Poutine. C'est-à-dire que j'étais très frappé cette semaine par le discours post-annexion de Vladimir Poutine, un discours complètement paranoïaque contre l'Occident sataniste, où d'ailleurs
les oligarques russes envoient leurs enfants faire leurs études et font leurs investissements immobiliers. Et il faut prendre la mesure puisque la diplomatie est quand même souvent faite d'essayer de clarification, de rationalité. Là, on a quand même affaire à une propagande absolument grotesque, un mensonge omniprésent. On voit le chaos de la mobilisation, un système de décision absolument indéchiffrable au Kremlin, un cercle du pouvoir énigmatique avec des morts inexpliquées, une société opaque et une armée dont l'état est à peu près impossible à déterminer. Et donc on a quand même, c'est difficile d'imaginer quelle est l'attitude à avoir vis-à-vis d'un acteur comme celui-là, où visiblement le rapport de force et la violence dominent largement toutes les conceptions. Mais donc Poutine a dit quand même, si on essaye de supposer un peu de rationalité dans tout ça, il a dit deux choses simultanément. Et je m'interroge un peu là-dessus. D'abord, donc il y a eu, disons, la poursuite d'une stratégie qui semble continue, c'est-à-dire les référendums dans les régions de l'est de l'Ukraine et les annexions, et donc la perspective de conquête territoriale. Donc c'est de ça qu'il s'agirait avec cette offensive militaire. C'est non plus l'annexion de l'ensemble de l'Ukraine ou la disparition de l'Ukraine en tant que nation différente et séparée de la Russie, mais donc il y aurait peut-être des buts de guerre, c'est-à-dire de conquérir des territoires. Alors évidemment, Poutine pourrait complètement recalibrer sa propagande en disant en fait c'était ça qu'on voulait depuis le début, il y aurait personne pour le contredire, et il a lancé dans ce discours complètement invraisemblable de cette semaine un appel à la négociation en disant maintenant cessez le feu, négociation. Donc ça veut dire est-ce que pour lui ça pourrait être un point d'arrivée acceptable à cette aventure. Et en même temps, il y avait ce discours de haine, on peut pas dire autre chose, vis-à-vis de l'Occident, de mobilisation complète, d'attaque contre le rôle de l'Occident dans l'histoire. Il s'est lancé dans une dissertation qui accumulait tout de la traite des esclaves jusqu'à la bombe d'Hiroshima. Enfin, il y avait absolument tout le répertoire anti-occidental. Plus, comme l'a dit Nicolas, l'attaque sur l'infrastructure Nord Stream qui montre la volonté d'aller plus loin et de faire porter la menace sur des infrastructures critiques, peut-être les pipelines norvégiens qui traversent la mer du Nord ou une partie de la mer Baltique vers la Pologne, plus évidemment la manipulation de la peur sur la guerre nucléaire, donc qui montre une idée complètement opposée d'une mobilisation totale dans cette opération sans qu'aucune perspective de point d'arrivée ne soit visible. Et donc, moi, je ne vois pas bien comment équilibrer ces deux perspectives possibles. En tout cas, je crois que dans les deux cas, la seule réponse, c'est qu'on ne peut pas baisser la garde, qu'il faut rester dans le rapport de force, surtout quand il y a un pays qui a la volonté de se battre et auquel on peut donner les moyens de se battre. Et donc, dans le fond, c'est le statu quo. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je suis assez d'accord avec ce que Marc-Olivier vient de dire. Je pense qu'il y a une très grande violence du discours de Poutine, mais qu'en réalité, c'était un discours qui c'était un commencement dans son esprit. C'est un discours qui visait à jeter les bases de quelque chose qui pourrait ressembler, selon lui, à une sortie honorable, entre guillemets, pour lui, de la guerre. Bien sûr, il y a une violence anti-occidentale très forte, mais elle est coutumière, elle est habituelle c'est vraiment les injures as usual. Et en plus, contre l'Occident, la référence fondamentale est nationaliste. Elle est beaucoup moins idéologique dans ce discours anti-nazi, etc., que nationaliste. Et là, elle plonge dans quelque chose de très profond dans le passé russe, qui est l'opposition à l'Occident. C'est quand même une vieille affaire que la séparation entre l'Orient et l'Occident. Ça remonte quand même à Alexandre le Grand, hein, les hellénistiques contre les Hellènes. En réalité, c'est pas le même monde. C'est confirmé à Axiome. C'est la victoire de l'Occident sur l'Orient de Cléopâtre avec le concours d'Antoine. C'est confirmé par la séparation de l'Empire romain
en deux blocs, et évidemment, c'est maximisé par le schisme orthodoxe à partir du XIe siècle. Donc on a une très profonde division que Poutine réactualise, et il le réactualise avec d'ailleurs des thèmes empruntés aux mœurs, et où il trouve évidemment des échos quand il stigmatise parent 1, parent 2. Combien dans cette salle serait porté à dire que bon, il n'a pas tout à fait tort et que c'est quand même un peu bizarre d'appeler les gens parent 1, parent 2 plutôt que papa et maman. Bon, donc tout ça, c'est une vieille affaire qu'il réactualise. En revanche, sur l'arme nucléaire, il n'en parle pas. Bon, il laisse ses sbires développer ces thèmes, mais lui, il n'en parle pas. L'arme nucléaire, c'est d'un usage tellement absurde. L'arme nucléaire ne peut pas être utilisée par Poutine, sauf dans un délire irrationnel. On sait qu'on ne peut pas exclure le délire irrationnel chez des hommes politiques. Mais là, c'est une façon de se brouiller avec l'ensemble du monde. Il n'a aucun objectif militaire à atteindre. Il suscitera des réactions extrêmement vives par des moyens conventionnels qui seront à ce moment-là multipliés par les Américains. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais en revanche, l'arme nucléaire, qu'il n'a pas évoqué, c'est le moyen de dire que la Russie peut frapper, elle peut faire mal. Et ce qui s'est passé en mer Baltique le montre. Et Poutine nous envoie un message à travers les affaires de mer Baltique, car je crois quand même qu'il n'y est pas étranger. Ce message, c'est « je peux vous pourrir la vie, à vous occidentaux, pendant de longs mois ». Et en même temps, tout ce discours est tourné vers son opinion publique. Ce que ça veut dire, c'est vous n'êtes pas morts, ceux qui sont morts ne sont pas morts en vain. Nous avons reconstitué, élargi le périmètre de la vieille Russie éternelle. Nous avons donc obtenu quelque chose. Et comme nous avons obtenu quelque chose, nous pouvons peut-être, si les autres s'y prêtent, nous pouvons peut-être sortir la tête haute en gardant cela. Nous garderons la Crimée, nous garderons les quatre provinces du Donbass. Et il espère, à travers ça, plus les souffrances infligées, les souffrances et les sacrifices, enfin les incommodités infligées aux Occidentaux pendant l'hiver par le manque de gaz, etc., il peut espérer diviser l'opinion occidentale, trouver en Allemagne et en France, la France est quand même très pénétrée de propagande poutinienne, trouver un écho favorable à l'idée, il faut en sortir, il faut que le monde en sorte, et la partition, c'est pas si mal. Zelensky aura gardé son pays, l'essentiel de son pays, ce Donbass, on n'a jamais su ce que c'était exactement, puis il reste plus rien. La Crimée, c'est quand même quelque chose qui a été rattaché à l'Ukraine de façon plus ou moins artificielle. Enfin, on voit bien le discours qui pourrait être tenu. Et à ce moment-là, l'arbitrage sera évidemment, si nous sommes dans cette situation, la décision ultime sera celle des Américains, qui peuvent aussi être tentés d'en finir pour reprendre les affaires avec Monsieur Xi. Donc on a je pense, ce calcul-là derrière l'attitude de Poutine. La seule réaction, c'est surtout de ne pas céder à ce chantage. C'est surtout de ne pas être divisé. C'est surtout de maintenir intacte notre cohésion. Et c'est ce qui explique effectivement la montée en puissance de Zelensky, à la fois sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Il n'est pas question de cautionner ces référendums totalement illégaux, immoraux, ne correspondant à rien, qui ont eu lieu dans les 4 provinces, et donc il faut continuer. Mais je pense que le discours du Kremlin n'était pas un discours d'escalade, c'était un discours qui visait à préparer indirectement un chemin vers un compromis acceptable pour Poutine et, en revanche, inacceptable pour les Ukrainiens. Lucile Schmitt. Oui, en 2 mots, moi je crois que Jean-Louis Bourlange a raison de dire qu'on est passé d'une guerre de conquête du côté de Poutine à une guerre d'annexion. Mais comme vous venez de le dire, Jean-Louis, la question c'est que on voit pas du tout comment un compromis est possible. D'ailleurs, vous avez dit que Zelensky avait dit qu'il ne négocierait jamais avec Poutine. Donc ce qu'il faut aujourd'hui voir explicitement, c'est que le fait
presque la condition pour que les choses s'arrêtent, c'est que Poutine quitte le pouvoir. Et donc, en ce sens, on voit bien que Poutine est peut-être prêt à basculer, comme l'a dit Marc-Olivier Padis, sur le fait de faire des propositions de compromis, mais on ne voit pas comment le compromis serait possible étant donné la position des Ukrainiens et étant donné ce qui vient de se passer sur les gazoducs, où on voit bien qu'à nos portes, nous avions une puissance qui, au fond, était extrêmement agressive et que, comme le disait Nicolas Bavray, nous avons ménagé au nom du fait qu'il fallait faire attention à la Russie. Ce qu'a révélé Poutine, c'était le fait que nous avons pendant des années eu à nos côtés quelque chose qui aurait pu nous agresser et qui a explicitement... je crois qu'en sabotant Nord Stream 1 et 2, la Russie a d'une certaine manière déclaré la guerre à l'Union européenne, et ça c'est un point qui me semble essentiel. Je ne voudrais pas que vous interprétiez le fait que j'essaie de décoder le discours et l'attitude de Poutine comme la moindre complaisance de ma part à l'égard de son attitude et comme un plaidoyer pour un compromis qui se ferait au détriment de M. Zelensky et des Ukrainiens. Ça m'a même pas effleuré. Très bien, je suis rassuré. Bien. Si vous voulez bien, nous allons nous intéresser à un sujet de politique intérieure et nous poser la question de savoir si on peut dépenser sur tous les fronts, la défense, l'écologie, l'éducation, la santé. Le ministre de l'économie a présenté un budget 2023 de protection et de plein emploi calculé à l'euro près. Le projet de loi de finances entérine une hausse de 24 milliards des crédits ministériels et une augmentation des effectifs de l'État de plus de 10 000 postes. Le bouclier tarifaire sera reconduit en 2023, mais les particuliers devront encaisser une augmentation de 15% des factures de gaz et d'électricité. Le ministère du Travail et de l'Emploi bénéficie de la hausse de crédit la plus importante. Ses effectifs devraient aussi gonfler d'1 millier de personnes. L'éducation voit son budget renforcé et passe de 56 milliards et demi à 60,2 milliards. Avec la dégradation spectaculaire de l'équilibre international, le budget des armées a été augmenté de 3 milliards. Le ministère de l'Agriculture sera doté d'un budget de 5 milliards 987 millions d'euros, en hausse de plus de 20%. Dans ce budget, qui fait la part belle au ministère régalien, celui de la justice voit sa dotation passer de 8,9 à 9,6 milliards d'euros, augmentation qui s'explique principalement par le recrutement de 2300 personnes supplémentaires. Le budget 2023 du ministère des Outre-mer est en hausse de 11%, avec notamment une augmentation des crédits du service militaire adapté. Avec la création de 3100 postes supplémentaires, le ministère de l'Intérieur est celui qui enregistrera la plus grande hausse d'effectifs en 2023. Le budget alloué aux sécurités, avec un S, passe ainsi de 14,7 à 15,8 milliards d'euros. Les quelques rares ministères perdants sont celui de l'économie, celui des anciens combattants et certains plans d'investissement. Au total, l'exécutif prévoit un bond des dépenses de près de 40 milliards d'euros entre la loi de finances initiale de 2022 et le projet de loi de finances 2023. Cette enveloppe pourrait être amenée à gonfler en fonction de l'évolution du contexte géopolitique et des prix de l'énergie. Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, rattaché à la Cour des comptes, a jugé peu ambitieuse la trajectoire de maîtrise des finances publiques sur les 5 prochaines années. Il estime, je cite, que l'effort de la maîtrise de la dépense n'est que partiellement documenté. En 2022, le taux d'endettement public est de 116% du PIB, le déficit public de l'ordre de 5,5% du PIB. Sur cette question, Nicolas Bavray. Donc la vérité, c'est que contrairement à ce qui est dit, le quoi qu'il en coûte continue. Donc on a eu le quoi qu'il en coûte sanitaire, on a aujourd'hui le quoi qu'il en coûte énergétique et de lutte contre l'inflation. Nous allons avoir 500 milliards de dépenses et un déficit public de 158 milliards d'euros en 2023, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, un tiers des dépenses est couvert par la dette publique. La France empruntera un montant record de 270 milliards d'euros l'an prochain. Le déficit d'ailleurs sera plutôt autour de 6% que de 5% du PIB, et la dette publique va donc augmenter autour de 112,5% du PIB. Et comme on l'a vu, il n'y a aucun effort de maîtrise des dépenses puisque grosso modo
tous les ministères connaissent une augmentation assez significative des dépenses. Donc c'est la poursuite finalement de cette préférence pour la dette publique et du fait que notre pays est engagé depuis 40 ans dans un modèle de décroissance à crédit. La croissance était de 5,6% dans les années 60, 2,2% dans les années 80, 1,6% dans les années 2000 et elle est nulle depuis donc de 2019. La dette publique, elle, était de 20% en 1980, 58% en 2000, 85% en 2010, 115% du PIB en 2020. Alors me direz-vous, justement, quand on regarde finalement ces 40 ans, on se dit que tout cela finalement a vocation à continuer tranquillement. Et je crois que ça n'est pas le cas. Je crois que le monde est en train de changer et que ce budget est dangereux parce que c'est un budget de déni de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, ralentissement mondial généralisé. Tous les grands pôles de l'économie mondiale vont décroître l'an prochain. Donc, les États-Unis sont en récession avec la montée des taux. La Chine, Covid, plus krach immobilier, plus problème climatique, elle est quand même passée grâce à monsieur Xi Jinping de 10% de croissance à 0% de croissance par an. L'euro, c'est la crise de l'énergie, donc la zone euro sera en récession. Et les émergents vont avoir des problèmes majeurs de dette avec la montée du dollar. La deuxième chose, c'est que tout ceci n'était possible que tant que nous étions dans un monde qui n'était pas inflationniste. La charge de la dette en France, c'était 23 milliards d'euros en 2020, ce sera 52 milliards d'euros en 2023. Et nos emprunts sont beaucoup indexés sur l'inflation. Donc le retour de l'inflation et qui est durable change la donne. Et évidemment, il change la donne parce qu'il débouche sur un tournant des politiques monétaires avec la montée des taux. Et enfin, on vient de l'évoquer, nous sommes dans un monde qui est très conflictuel, un monde où la mondialisation est en train de se fragmenter et d'exploser. Et donc, ce monde qui change et une France qui continue à fonctionner autour de la décroissance à crédit, ça crée un vrai risque. Notre pays va être en risque parce que l'économie, en réalité, nous allons aller vers une récession en 2023 parce qu'il y a un risque social qui est évident et parce que il y a un risque politique de faible gouvernabilité et donc un risque financier qui pour moi est élevé. Et je finirai en vous disant que ce discours qui a été tenu à de nombreuses reprises, on peut penser que ça n'est qu'une ritournelle. Je crois que le risque est réel et que on peut le voir avec ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni, où nous avons un gouvernement conservateur qui a réussi à créer une panique financière en 3 jours, avec précisément un budget complètement déraisonnable, entre 100 et 150 milliards de livres de soutien énergétique, mais on ne sait pas exactement comment ça se répartit, 45 milliards de baisse d'impôts absurdes sur les plus riches, alors que c'est déjà le pays le plus inégalitaire d'Europe, et tout ceci s'est traduit par un effondrement de la livre et une obligation pour la Banque d'Angleterre d'intervenir en catastrophe à hauteur de 65 milliards de livres pour essayer d'éviter notamment l'effondrement des fonds de pension britanniques. Donc, ceci montre quoi ? Et si vous voulez, quand on regarde la tension également sur les taux italiens, c'est que la France pense qu'elle est protégée pour l'éternité par l'euro, par la force de l'Allemagne et par la faiblesse de l'Italie. C'est vrai qu'elle a été protégée jusqu'à présent. Je pense qu'il est déraisonnable de penser que cette protection est générale, absolue et durable. Lucile Schmitt. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas Bavray, je pense que il faut se rappeler aussi que Bruno Le Maire, lorsqu'il présente ce budget, insiste notamment sur justement l'incertitude, exactement ce que vous venez de nous dire, Nicolas, c'est-à-dire que il y a effectivement l'incertitude du monde, l'incertitude de cette guerre à nos portes, et puis l'incertitude au fond sur ce qui va se passer par rapport à l'inflation. Les deux incertitudes ont été notées. C'est pas pour autant que le budget qui nous est présenté tient compte réellement de ces deux incertitudes, comme vous nous l'avez rappelé. Ce qui me semble important aussi, c'est la difficulté, dans le cadre d'un budget annuel, à inscrire une forme de stratégie. Beaucoup a déjà été dit, a été critiqué sur ce budget en disant qu'il n'avait pas de cap et qu'au fond, il ne correspondait pas à la manière dont il avait été présenté par le ministre de l'économie, qui nous dit qu'il s'agit d'un budget de politique de l'offre et que tout est calculé à l'euro près. Si tout est calculé à l'euro près, on a bien le sentiment qu'en tout cas, c'est surtout un budget qui correspond aux promesses de campagne électorale, c'est-à-dire que partout, effectivement, il y a une augmentation des dépenses qui va, comme le dit le titre de notre présentation aujourd'hui, de la défense à l'écologie, en passant bien sûr par l'éducation, la santé, le travail. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Il y a aussi l'agriculture.
Donc on a le sentiment que partout il y a augmentation. Philippe Meyer l'a rappelé, les seuls qui n'augmentent pas, c'est le ministère de l'économie qui perd des emplois et les anciens combattants, on comprend pourquoi. Et il y a quand même création de 10 000 postes de fonctionnaires, dont l'essentiel se fait du côté des ministères régaliens, notamment du côté des policiers, des gendarmes et aussi du côté de la justice. À partir de là, moi, ce qui me semble important sur la difficulté à inscrire une stratégie, c'est que je regardais ce que disait un député, un collègue de Jean-Louis Bourlanges, chargé de traquer la possibilité de faire des économies dans ce budget, et qui a dit qu'il allait pratiquer la politique des 3 E. Efficience, économie, écologie. Je vois pas très bien le rapport entre les 3 E, et que tous ces éléments d'économie vont être présentés dans le cadre de la discussion budgétaire, où je rappelle que le gouvernement n'a plus qu'une majorité relative et où les deux oppositions jumelles, si je puis dire, droite et gauche, ont dit qu'elles ne voteraient pas le budget. Le RN a dit que de son côté, il souscrirait à toute motion de censure par rapport à qui serait présentée, et donc on va sans doute vers le 49.3, même si le gouvernement ne veut pas en entendre parler, c'est-à-dire l'adoption du budget sans vote. Pourquoi ? Parce que des deux côtés, au fond, les critiques fusent pour des raisons inverses, et ça me semble intéressant. Du côté de la droite, il y a l'idée que la politique de l'offre, on n'y répond pas, et du côté de la gauche, les critiques sont à la fois sur le fait qu'on ne taxerait pas les super-profits et qu'il n'y aurait pas de cap sur la question écologique. Alors, taxer les super-profits, c'est évidemment ne pas pratiquer la politique de l'offre, mais la droite dit que la politique de l'offre n'est pas pratiquée, et mettre un cap sur la question écologique, ce serait donner au budget de l'écologie une portée, si je puis dire, une portée stratégique qu'il n'a pas aujourd'hui. Certes, il est largement augmenté, mais il est largement augmenté avec des mesures qui sont des mesures, je dirais, presque au fil de l'eau, en ce qui concerne le fait, en termes de moyens, davantage de voitures électriques, davantage rénover les logements, c'est bien. Mais l'enjeu, c'est bien sûr la transformation de notre appareil productif, et tout cela n'est pas du tout représenté. À partir de là, j'en terminerai, Philippe, en disant qu'il me semble que le seul budget qui est un petit peu stratégique, et je crois que ça reflète la façon dont on a été habitué à raisonner dans ce champ, c'est le budget de la défense, qui augmente assez substantiellement, et on fait à la fois un pari sur l'augmentation de la maintenance des équipements, de nouveaux équipements, et un pari sur les questions de renseignement et de cybersécurité. Il me semble qu'il faut maintenant apprendre à pratiquer de manière plus stratégique la préparation des budgets dans d'autres domaines, et notamment sur la question écologique. Marc-Olivier Padis. Il me semble que la question à laquelle on peut en venir après cette présentation de Nicolas et de Lucile, c'est autour de cette absence de priorité, cette absence de stratégie. Comment se fait-il qu'on en arrive à des situations comme ça, qui ne relèvent pas simplement de la responsabilité du gouvernement? C'est pourquoi est-ce que notre système politique n'est pas capable de construire un consensus sur un budget sur le budget de la nation? C'est-à-dire pourquoi la campagne présidentielle et législative n'a pas d'elle-même dégagé ses priorités. De fait, quand on commentait la campagne présidentielle, on voyait bien qu'aucun sujet vraiment n'émergeait, faisant par le jeu du débat, dégageant des priorités. Et donc le paradoxe... De part et d'autre. Oui, de tous côtés. Et d'ailleurs, le paradoxe aujourd'hui, c'est que on a, comme Nicolas et Lucile l'ont dit, un budget qui devrait contenter tout le monde et qui pourtant ne rencontrera aucun consensus politique. C'est quand même un paradoxe spectaculaire. Il va falloir passer à un 49.3 pour faire passer un budget qui augmente les budgets de tous les ministères et de toutes les politiques. Donc c'est quand même assez surprenant, c'est l'absence de cette capacité à construire du consensus. Moi, je prends un exemple, je trouve qui est peu souligné dans les commentaires sur ce budget, c'est le développement du budget pour l'apprentissage, par exemple. Le ministère du Travail, alors ça passe par le travail et pas par l'enseignement supérieur, passe d'un budget de 14,5 milliards à 20,7 milliards. Donc il y a un effort quand même très important qui est ciblé vers l'apprentissage. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose, même de moyen et de long terme, parce que ça ne peut induire un changement culturel. On sait que c'est une des difficultés qu'on a de la formation initiale en France, qu'on a peu recours à l'apprentissage, alors qu'on voit dans tous les autres pays partenaires que c'est ça qui marche. Et l'apprentissage, j'en dis juste un mot, répond à un double dilemme, me semble-t-il, qu'on n'arrive pas à surmonter à propos de la formation initiale dans le supérieur. C'est comment augmenter la participation dans l'enseignement supérieur sans engager les jeunes dans des filières où leur réussite est un peu douteuse. Que l'apprentissage fait réussir les jeunes, même ceux qui ont eu des difficultés avec le système scolaire jusqu'à présent. Et le deuxième dilemme que l'apprentissage aide à surmonter, c'est
comment faire un allongement des études sans privilégier les élèves qui ont déjà tiré le mieux parti du système scolaire, donc par les filières supérieures classiques. Donc l'apprentissage, c'est bon pour la formation initiale supérieure, c'est bon pour les entreprises, c'est bon d'un point de vue global pour la société. Mais ça ne recueille pas le consensus pour autant. La contrepartie, c'est que c'est visiblement aussi très difficile pour l'opposition d'avoir un angle d'attaque mordant sur un consensus qui dégage peu de priorités. Et donc, le débat politique est un peu atone sur ce sujet-là. Et donc, moi, la question que je me pose par rapport au panorama qu'a fait Nicolas, à juste titre, c'est, finalement, on est engagé vers une dépense publique de plus en plus. Où est la régulation de tout ça ? Donc on l'a vu, c'est pas tellement le débat politique via la campagne présidentielle. Il y a l'option de la transparence, de donner des avis comme celui du Haut Conseil des finances publiques, mais l'impact ne semble pas suffisant. Il y a la construction européenne et le débat parlementaire. On verra bien. Est-ce que, disons, les critiques de la gauche et de la droite permettront d'apporter un peu de substance au débat sur ce sujet? Je vous entends, mon bon maître. C'est à voir. Jean-Louis Bourlanges. Oui, écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est que il est vraiment préférable, quand on est à l'Assemblée nationale, d'être président de la Commission des Affaires étrangères que rapporteur général du budget. Et je vous proposerai volontiers d'observer, pour une fois, de ma part, une minute de silence en l'honneur de mon excellent collègue, Monsieur Cazeneuve, qui exerce cette difficile fonction. Mesdames et messieurs, vous pourrez dire à vos enfants et vos petits-enfants, j'y étais. Je crois que l'analyse qui est faite par chacun est totalement juste, mais il faut voir quelle est la situation, l'équation politique pour les auteurs de ce budget, que ce soit le gouvernement ou le Parlement. Sur les besoins, on a 6 systèmes de dépenses qui ne peuvent qu'augmenter. La dette, indiscutable, augmentation des taux d'intérêt, la dette, le service de la dette ne peut que croître. Sur le plan géopolitique, indiscutable, nous devons non seulement maintenir, c'est une des grandes réussites, je crois, d'Emmanuel Macron que d'avoir sorti le budget de l'armée de sa baisse, sa tendance à la baisse. Mais là, il faut aller plus loin. Nous voyons bien que si nous ne pouvons pas davantage aider l'Ukraine, c'est parce que simplement, nous avons une belle armée, mais une armée extrêmement légère, et nous atteignons très vite nos réserves. Sur le plan économique, troisième domaine, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut encourager le système productif. Ça veut dire notamment diminuer ou supprimer les impôts de production, éviter que le coût énergétique soit pris massivement, entraînant des faillites énormes par le système, et en même temps développer l'incitation à la recherche, au développement, qui est l'objet de critiques. On parle toujours d'effets d'aubaine. Moi, je crois que les effets d'aubaine, c'est mieux que l'absence d'effet tout court. Et ce qu'a dit Marc-Olivier à l'instant, qui est très important, le maintien de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Donc on a là encore des besoins énormes. Quatrième domaine, sur le pouvoir d'achat. Alors 3 défis majeurs, l'inflation, l'énergie, la transition climatique. Alors moi je suis de ceux qui disent que on ne corrige pas l'inflation, on ne compense pas l'inflation à coup de subventions budgétaires. Cela dit, il y a quand même un problème de saut, problème de brusque augmentation des charges qui est vécu très difficilement. En revanche, sur le plan de l'énergie, même chose, et sur le plan de la transition climatique, dont tout le monde reconnaît l'urgence, il est évident que le coût d'ajustement pèse d'abord sur les titulaires de revenus faibles et qu'on ne peut pas se désintéresser de la solvabilité de ces catégories face à ces besoins. Ou alors on aura une explosion sociale qui se traduira par un arrêt
de la politique en matière énergétique. Sur le plan des services publics, tout le monde reconnaît que l'éducation et que les professeurs sont horriblement mal payés et qu'il n'y a pas les moyens nécessaires. Tout le monde reconnaît que la police ne dispose pas des moyens dont elle aurait besoin. Tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas de greffier, qu'il n'y a pas assez de juges en France. Tout le monde reconnaît que l'hôpital est à bout de souffle. Donc, l'ensemble des services publics, mais ça, je dirais un mot là-dessus, l'ensemble des services publics est en état de finances de besoins financiers. Enfin, dernier point, sur le plan de la transition climatique, je l'ai évoqué déjà, mais sur le plan de la transition climatique, nous avons un effort. Ça se traduit par une destruction de valeur. C'est les gens qui disent ça stimule la valeur, tu parles. Ça commence par faire qu'un certain nombre d'actifs physiques ne perdent leur valeur et il faut les compenser. Donc tout ça demande de l'argent. Alors, sur les services publics. J'avance vite. Qu'est-ce qu'on a comme moyen en face de ça? Davantage d'impôts. La droite n'en veut pas. Davantage de travail fondamental, les retraites, etc. Non seulement la gauche, mais les salariés n'en veulent pas. Une réorganisation, ça serait ça, la solution à long terme et en profondeur de l'ensemble des services publics. C'est ça qu'il faut faire. Là encore, personne n'en veut dans ce pays. D'où le fait que l'élection, la campagne présidentielle et législative, que j'ai vécue très douloureusement sur ce plan-là, est une campagne dingue. On a fait des campagnes les uns et les autres, dans la majorité et dans l'opposition, sur ce qu'on faisait dans les 3 mois qui viennent. Est-ce qu'on fait le bouclier, etc. On est absolument dans une situation de contradiction profonde. Alors que faire? Je voudrais simplement vous dire, en conclusion, qu'il ne faut pas reprocher aux hommes politiques le manque de courage. Parce que cette situation objective, elle existe. Des besoins, une volonté, une incapacité à dégager en profondeur les solutions. Et le courage dans cette affaire ne nous aiderait pas. Car notre souci, c'est soit de continuer à bricoler, ce que vous avez dit les uns et les autres très justement, nous bricolons, on enlève un peu, on satisfait à moitié, on maintient des déficits, c'est pas bien du tout, ou de provoquer une crise politique, crise sociale, dont les conséquences pourraient être absolument dramatiques et se traduiraient vraisemblablement par l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Nous pourrons développer ces différents points dans la conversation, les échanges que nous aurons avec le public, mais l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'inaugurer en vous annonçant que mardi, Michel Perrault sera élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Ceux et celles qui voudraient savoir ou se souvenir de l'importance des travaux de cette historienne de la condition des femmes, de la condition ouvrière, de la condition des prisonniers, peuvent se rapporter à notre site où ils trouveront 2 enregistrements d'1 heure sous la rubrique, sous l'onglet « Qui t'a fait toi ?», que nous avions fait il y a 18 mois ou 2 ans avec Michel Perrault, à la fois sur sa vie de Parisienne, c'est une enfant du quartier des Halles, et aussi, et beaucoup évidemment, sur son travail d'historienne. Marc-Olivier Padis. J'ai lu récemment un livre d'un militaire, Michel Goya, qu'on voit un peu maintenant sur les plateaux télé pour commenter la guerre en Ukraine. Donc Michel Goya, Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours chez Taillandier. C'est vraiment un ouvrage très intéressant. C'est une synthèse sur l'ensemble des interventions extérieures de la France depuis la fin de la guerre d'Algérie. Et cette synthèse n'avait jamais été faite. Et on se rend compte en le lisant, d'abord, l'importance numérique de toutes ces interventions. 32 opérations militaires importantes menées par la France. Donc la mobilisation permanente de l'armée française dans des opérations extrêmement délicates et qui ne font pas toujours l'objet d'échos très importants, même s'il y a des opérations qui ont marqué, qu'on suit encore, mais il y en a aussi beaucoup plus discrètes, qu'on connaît moins. Et d'avoir un panorama d'ensemble comme ça, c'est vraiment passionnant. Ça permet de comprendre l'évolution profonde aussi de l'institution militaire depuis la décolonisation,
avec un point de vue de militaire, donc qui s'intéresse par exemple à des sujets dont on discute jamais, sur les matériels militaires vraiment, sur les tactiques, sur les formes d'intervention. Et donc voilà, on apprend énormément de choses dans cet ouvrage. Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais recommander le livre de Jacques Delarosière. C'est Éric Le Boucher qui m'avait conseillé de le lire. En finir avec le règne de l'illusion financière pour une croissance réelle. Alors c'est pas le premier cri d'alarme que lance Jacques Delarosière, mais celui-ci est particulièrement argumenté, particulièrement pertinent, écrit de façon claire. L'idée de Larosière, c'est que, je pense que Nicolas doit partager tout à fait cette analyse, c'est que la façon dont on a encouragé les défis, dont on a accepté de façon, c'est une critique générale des banques centrales, toutes les banques centrales, dont on a accepté une politique durable de taux d'intérêt réels négatifs, est une catastrophe à long terme, à la fois sur le plan économique et sur le plan social. Ça encourage, il montre très bien que ça encourage une sorte de préférence, de déclin de l'investissement productif qui exige de l'argent qui soit payé à sa juste valeur, une fuite en avant dans la recherche d'actifs à risque qui sont des actifs financiers, l'encouragement aux bulles, un encouragement massif au déficit budgétaire, donc une augmentation énorme des liquidités. Et je crois que ce qu'il souligne et qui est très important, ce sont les conséquences sociales de cette affaire, c'est-à-dire que ça accroît systématiquement en Occident les inégalités au profit des 10% les plus riches qui peuvent jouer à ce jeu et au détriment de l'ensemble des salariés. Il montre bien qu'il y a derrière tout cela à la fois un affaissement économique de l'Occident, une rupture des liens sociaux et des risques économiques à le court terme. Le seul problème, c'est comme toujours avec Larosière, comme avec tout le monde, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment passer du système dans lequel nous sommes aujourd'hui vers un système vertueux de contrôle des dépenses et de restauration de taux d'intérêt satisfaisants. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais vous recommander d'aller voir cette magnifique exposition qui est au musée d'Orsay, Edvard Munch, qui est incroyable. C'est-à-dire que il y a certes qu'une centaine d'œuvres qui sont présentées, mais ça montre la diversité d'abord des techniques utilisées par Edvard Munch. C'est-à-dire que il y a de la peinture, du dessin, de la gravure, de la lithographie, et surtout on sort de cette espèce de vision de Munch autour du cri pour voir qu'il commence par l'impressionnisme, qu'il continue par le fauvisme, qu'il devient ensuite un des maîtres de l'expressionnisme, mais que tout au long de sa carrière, et la commissaire d'exposition Claire Bernardi a vraiment fait quelque chose de remarquable, il y a une sorte de cycle où il revient vers les mêmes thématiques. J'ai particulièrement aimé la thématique des jeunes filles sur un pont, qui est peut-être la plus poétique de cette exposition, où on voit là, justement, il a utilisé toutes les techniques tout au long de sa carrière, mais vous trouverez aussi quelque chose de nietzschéen chez Munch. Je vais m'arrêter, Philippe, parce que il y a par exemple cet extraordinaire tableau d'hommes sur une plage, où on a l'impression d'être en face vraiment des surhommes nietzschéens. Donc on est très loin du cri et on a une diversité de palettes incroyable. Nicolas Bavrez. Je voulais pour ma part rendre hommage à la mémoire de Paul Venn, qui vient de disparaître à 92 ans. C'était non seulement un immense historien, mais un esprit très très curieux et quelqu'un qui a toujours été en décalage. Donc il a travaillé évidemment sa célèbre thèse sur le pain et le cirque. Il a renouvelé notre vision de la société romaine, mais il a aussi interrogé les Grecs sur le fait de savoir s'ils croyaient vraiment à leur mythe. Et puis, plus récemment, il était revenu sur Palmyre, après donc la destruction du site par les djihadistes de l'État islamique. Et derrière ça, je crois que il montrait quelque chose de très important, c'est à quel point cette antiquité, contrairement à ce qu'on peut penser, reste importante aujourd'hui pour nous, et à quel point ce monde a contribué à l'invention de la liberté politique qui se trouve aujourd'hui soumise, comme on l'a vu, à de très fortes attaques qui viennent à la fois des djihadistes et puis des nouveaux empires autoritaires. Ça nous rappelle aussi que la destruction
méthodique et organisée de l'enseignement des lettres classiques en France n'est sans doute pas quelque chose de très intelligent. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, qui sera mis en ligne sur notre site mardi. Je remercie Laurie Galigani et Christian Sori qui ont enregistré cette conversation. Je remercie aussi Nicolas Tourneau et Olivier Magloire qui s'occupent réciproquement l'un du site, l'autre des plateformes de financement. Je remercie Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui produisent cette émission. Et puis je remercie l'école alsacienne de son hospitalité et je remercie le public de la dite école alsacienne qui nous est fidèle une fois par mois. Ça me paraît d'un français assez curieux pour quelqu'un qui a étudier les langues étrangères, on s'améliore pas en vieillissant, les langues anciennes, mais enfin bref, qui nous fait régulièrement l'amitié de son soutien matériel et moral. À propos de soutien matériel, d'ailleurs, n'oubliez pas que le vôtre est défiscalisé à hauteur de 66%. Merci et à tout à l'heure pour les échanges avec le public.